4 erreurs commises par Donald Trump pendant la guerre en Iran. D'abord, avoir cru en une guerre courte, c'est-à-dire s'être imaginé qu'en 4-5 jours, l'Iran allait tomber, le régime allait s'effondrer et la victoire était proche. La deuxième, plus importante encore, avoir négligé Hormuz. Avant l'entrée en guerre, dans l'administration, un certain nombre de personnages, dont J.D. Vance, avait averti le président américain en lui disant « Et si l'Iran décide de bloquer Hormuz ?» Et cette question avait été, en gros, mise de côté, sous-estimée. Or, c'est le principal problème auquel Donald Trump est confronté aujourd'hui. Ensuite, avoir sous-estimé la capacité de riposte de l'Iran. Sur le bureau de Donald Trump, on peut imaginer, ça moncelait les rapports de la CIA depuis des années expliquant que les Iraniens avaient investi dans le balistique, dans les drones, etc. etc. Et ça, Donald Trump s'est imaginé que l'Iran était comme l'Irak avant, comme l'Afghanistan. Tout ça allait s'effondrer. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Et dernièrement, surtout très important, ne pas avoir compris assez rapidement que les buts de guerre d'Israël et ceux des États-Unis n'étaient pas similaires, voire étaient sur des trajectoires différentes. Les États-Unis cherchaient un changement de régime, Israël cherchait l'hégémonie régionale. C'est pas du tout pareil. Aujourd'hui, les buts de guerre, dans un cas comme dans l'autre, n'ont pas été atteints, et l'Iran est aujourd'hui le pays, peut-être la puissance qui ressort le plus fortifié par ces 100 jours de guerre, et qui est amené à jouer un rôle considérable dans la région. Alors tout ça, eh bien, où est-ce que vous pouvez le trouver ? Vous pouvez le trouver dans le dernier numéro d'Omerta, le hors-série Omerta, Iran, la faute de Trump, le bourbier de l'Amérique, avec tout un tas d'analyses, également des reportages sur place, au Liban, en Iran, bref, du Omerta tout craché. Vous allez pouvoir le retrouver dans vos kiosques, dans 5000 points de vente en France. Donc, à vos kiosques et à très bientôt. Oui, avec vous, j'imagine très attentivement ce qui va se passer. Je prends ce qui s'est passé cet après-midi comme un essai. C'est-à-dire que les Iraniens rappellent qu'il y a un poste de péage et que qui cherche à échapper au poste de péage court des risques. Et vous avez raison, ils n'ont pas frappé un pétrolier. Moi, j'attends la réaction des Américains, puisqu'il y a un débat aujourd'hui. Pour les Iraniens, pour les Iraniens et les Omanais, ce passage doit être payant. Pour les Américains, et Donald Trump l'a répété là il y a quelques jours, c'est gratuit. Donc je voudrais savoir comment les Américains vont réagir, si cette pratique, si cet usage va durer dans le temps, sachant, Philippe Chalmin, que si quelques compagnies payent, toutes finiront par payer, à un moment ou à un autre. Ce qu'on peut dire là-dessus, Pascal, c'est qu'à ce stade, il n'y a pas de réaction américaine, et qu'en soi, c'est déjà une information, c'est-à-dire on sent une grande hésitation côté américain à considérer soit cette frappe comme un acte d'agression qui ne peut pas rester sans réponse, soit au contraire de faire un peu comme si, on n'a pas vu, et on continue, parce que on était bien parti vers une reprise du trafic, et donc vers une accalmie sur les marchés. Mais si quelques navires payent, au passage, tous finiront par payer à un moment ou à un autre. L'Iran a frappé un navire qui tentait de traverser le détroit d'Ormuz en empruntant une route non approuvée et sans coordination avec l'autorité maritime iranienne. Le navire a ignoré plusieurs avertissements avant d'être attaqué sous le regard impuissant des États-Unis. L'Iran affirme que le détroit ne sera plus jamais comme avant et rappelle que tout transit doit se faire sur des routes désignées et avec l'autorisation de sa marine. Tout navire qui tenterait de passer sans autorisation s'exposerait à une intervention iranienne. Depuis cet avertissement, plusieurs navires ont fait demi-tour et évité le couloir maritime proposé plus au sud par Oman. De nombreux armateurs hésitent désormais à emprunter le détroit, malgré les promesses d'escorte par Donald Trump. Ils ont peur. Pire, l'Iran prévoit de facturer des milliards de dollars pour le passage du détroit d'Ormuz. Vous rendez-vous compte que l'Iran cherche à imposer des droits de redevance qui n'existaient pas avant la guerre tandis que les États-Unis s'y opposent? Trump se félicite de voir le pétrole transiter à nouveau par le détroit, mais refuse d'ajouter que le seul itinéraire autorisé par le passage par le détroit d'Ormuz est celui annoncé par la République islamique d'Iran. Quelle tragédie. Ils ont sanctionné l'Iran pendant 45 ans. L'Iran a résisté. En retour, l'Iran a utilisé le détroit d'Ormuz comme levier sur le commerce mondial. L'Iran les a sanctionnés pendant 3 mois. Et les Occidentaux ont fini par baisser les armes et accepter des compromis.
Quelle tragédie. Trump se bat pour un détroit qui a toujours été ouvert. Il se félicite de voir du pétrole transiter à nouveau par le détroit, alors que ce fut le cas bien avant la guerre. Une troisième fois. Quelle tragédie. Alexandre Loukachenko promet des tribulations terribles à l'Ukraine si jamais Volodymyr Zelensky continuait à s'agresser à lui et à son pays sur ce ton belliqueux. Mesdames et messieurs, il faut sans dire que la Biélorussie estime son ras-le-bol vis-à-vis du président ukrainien. Une délégation ukrainienne s'est rendue dans la capitale biélorusse pour rencontrer le président Loukachenko afin de transmettre, mesdames et messieurs, un message dur de Volodymyr Zelensky qui a promis un lourd châtiment à la Biélorussie si elle continue à utiliser son territoire comme base arrière et donner accès à la Russie à certaines armes pour frapper l'Ukraine. Ce qui n'a pas nettement plu le président biélorusse qui promet désormais de donner un autre visage que l'Ukraine n'a pas encore vu à ce conflit. Mesdames et messieurs, il faut rappeler ici, pour ceux qui ont une mémoire courte, qui l'ont facilement oublié, la Biélorussie est une grosse base arrière de la Russie. En 2023, la Russie a déployé ses armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Ce qui revient à dire que si jamais l'Ukraine met ses menaces à exécution, la Russie peut répliquer de par la Biélorussie avec ses armes tactiques. Il faut le dire ici, mesdames et messieurs, que Vladimir Poutine a posé un geste inattendu. Il a déployé des armes nucléaires tactiques en Crimée et chose inédite. Et même à Moscou, Moscou n'a jamais été le siège des armes nucléaires sensibles de la Russie. Jusqu'ici, il était question de d'autres régions stratégiques russes où la Russie stockait ses armes stratégiques. Et là, Vladimir Poutine a fait une annonce très sérieuse. Désormais, la Crimée, comme à Belgorod, logerait désormais les armes nucléaires tactiques de la Russie. Si l'Ukraine veut s'attaquer à la Biélorussie, elle devrait réfléchir par deux fois. En cas d'attaque des sites hébergeant ces armes, la Biélorussie pourrait entrer en action sans l'aval de Moscou. D'un seul coup, on n'entend quasiment plus rien dans le conflit irano-américain, alors que d'après une source iranienne, la guerre pourrait bien reprendre dans 2 mois. Je vous dis tout, nous sommes le jeudi 25 juin, il est 19h15. Malgré un accord préliminaire qui est maintenant en vigueur depuis la mi-juin, les négociations restent fragiles avec des désaccords majeurs sur les inspections nucléaires et la question du détroit d'Ormuz. Au passage, ce détroit est actuellement ouvert et peut être refermé à tout moment. Maintenant, si on fait le point sur la situation militaire, sur le pétrole et sur les chances que cet accord tienne, on constate que les prix du pétrole ont beaucoup baissé. L'accord actuel peut sauter à tout moment avec notamment 2 éléments déclencheurs, à savoir la situation au Liban et la question du nucléaire iranien. Et enfin, pour la situation militaire, autrement dit, qui a réellement gagné cette guerre? Eh bien, en toute objectivité, c'est bien l'Iran qui a gagné. Voilà pourquoi. L'Iran a su conserver sa supériorité aérienne et navale durant tout le conflit. Il a frappé les infrastructures militaires américaines avec une facilité déconcertante à chaque fois. Et il a maintenu une forte pression économique sur le monde et une pression militaire sur toute la région. Les Américains, eux, ont échoué sur ce qu'ils avaient appelé le régime iranien puisqu'il est toujours là. Et la seule chose qu'ils ont réussi, c'est d'avoir révélé au monde cette puissance iranienne. Qui gagne une guerre? Qui décide du vainqueur d'un conflit? Les armées ou les diplomates? Ou celui encore qui raconte l'histoire? Donald Trump, pour sa part, affirme avoir gagné la guerre contre l'Iran. Ses adversaires, eux, parlent d'échec. Et ce désaccord révèle une réalité ancienne. En géopolitique, une victoire n'est jamais seulement militaire. Elle est aussi politique. Et souvent, surtout, narrative. L'Iran est toujours là. Son gouvernement est toujours en place. Les États-Unis négocient désormais avec Téhéran. Et pourtant, chacun revendique le succès. Pourquoi ? Parce qu'une guerre se joue sur 2 terrains. Le champ de bataille d'abord, mais aussi et surtout l'opinion publique.
Il faut convaincre ses partisans, ses alliés, rassurer son camp, préserver son autorité, parfois même réécrire le résultat. Au Moyen-Orient comme ailleurs, les conflits ne produisent pas toujours de vainqueurs évidents, identifiables. Ils produisent souvent plusieurs récits concurrents. Et dans le monde contemporain, contrôler le récit est devenu presque aussi important que contrôler le terrain militaire. Match de la Coupe du Monde pour honorer les LGBT opposera l'Égypte à l'Iran, mes amis. Alors vraiment, le choix de ce match-là pour parler des LGBT, je suis pas sûr que ce soit très pertinent. C'est pas une blague, mes amis. Non, ce samedi, il y aura donc le match Égypte-Iran, match qui sera là pour honorer les LGBT à tel point qu'on l'a appelé le match des fiertés. Autant vous dire que les Iraniens, ils sont pas très chauds. Oui, parce que si tu veux, la question des LGBT à Téhéran, comment te dire ? C'est un concept, c'est une théorie plus précisément. D'ailleurs, la Fédération de football de la République d'Iran a demandé à ce que la FIFA retire ce match des fiertés. Le seul problème, c'est que ça ne dépend pas de la FIFA. En fait, c'est un hasard absolu. Ça avait déjà été tiré au sort il y a plusieurs semaines avant même le tirage au sort de la Coupe du Monde. Et ça a été décidé par le comité de Seattle, mes amis. Et donc, la FIFA ne peut absolument rien faire et ne peut pas retirer l'étiquette de match des fiertés. Alors, comment ne pas y voir une petite manœuvre de Donald Trump pour se moquer des Iraniens? Je vous rappelle quand même que les joueurs iraniens, actuellement, ils n'ont même pas le droit de séjourner aux États-Unis. À chaque fois, ils retournent au Mexique, à Tijuana, et ensuite ils retournent vers le stade où ils doivent jouer. C'est un peu de la persécution. Bon courage à ceux qui vont survivre. L'Europe qui est prête à une guerre majeure contre la Russie et la guerre en Ukraine est en train de s'aggraver. Dimitri Medvedev qui affirme qu'il n'y a plus de règles après les récentes frappes ukrainiennes contre des civils en Russie. Selon lui, l'Ukraine aurait délibérément ciblé des civils, ce qui nécessiterait une réponse majeure de la part de Moscou. Dans la foulée, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a averti que des attaques massives et coordonnées contre l'Ukraine pourraient être lancées prochainement. Ces déclarations qui interviennent après l'une des plus importantes attaque de drones contre la capitale russe depuis le début de la guerre. On a Volodymyr Zelensky qui a adressé un message particulièrement ferme à la Biélorussie. Il donne désormais 7 jours à la Biélorussie de retirer tout son équipement militaire à la frontière ukrainienne. Le message est clair, il déclare « Retirez-le ou nous le ferons ». De plus en plus de responsables occidentaux estiment que le temps presse et accélérer les préparatifs militaires face au risque d'une guerre majeure contre la Russie. Dans le même temps, de vastes exercices militaires doivent prochainement se dérouler entre la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad. Le secrétaire général de l'OTAN qui a rencontré Donald Trump, qui ont discuté de pacte stratégique et du rôle des États-Unis dans l'alliance. L'Ukraine a encore frappé et la Russie se réveille. Un énorme réservoir de pétrole, on se rapproche davantage, puis l'image se brouille, touchée. Dans les secondes qui suivent, cet immense panache de fumée, c'est un réservoir d'essence qui flambe, puis même approche, même impact, et ce second réservoir flambe lui aussi. Et voilà le résultat, c'est l'une des principales réserves de carburant de Crimée qui part en fumée. Tout cela visible à des kilomètres à la ronde. Désormais, plus aucun habitant de la péninsule ne l'ignore. La Crimée devient la cible numéro 1 avec Moscou des drones ukrainiens. Les dépôts, les ferries comme ici, les autoroutes, toutes les voies d'accès sont systématiquement pilonnées. Ici, vous allez voir l'autoroute de Novorossia, rebaptisée d'ailleurs l'autoroute de la mort, avec ses carcasses noircies par les flammes qui s'entassent sur le bas-côté. Les observateurs ont fait les comptes, 415 de ces camions ont été détruits en un mois et demi. Nous allons la transformer en île, a même expliqué le ministre de la Défense ukrainien Mikhailo Fedorov. Pour les Russes, l'enfer ne fait que commencer. Mesdames et messieurs, les frappes contre les infrastructures énergétiques russes en Crimée ne sont pas des attaques isolées. Elles font partie d'une stratégie claire. Frapper les nerfs économiques de la Russie pour compenser l'incapacité de modifier fondamentalement le rapport de force sur le terrain. La Crimée est aujourd'hui un maillon essentiel de l'architecture énergétique, logistique, militaire russe en mer Noire. En laissant Kiev multiplier les attaques contre ces infrastructures, Moscou a donné à l'Ukraine et à ses soutiens de l'OTAN la conviction qu'il pouvait repousser toujours plus loin les limites de l'escalade. C'est précisément cette perception qui a encouragé les frappes actuelles. Mais cette phase touche à sa fin, mesdames et messieurs. Lorsqu'un adversaire s'attaque directement aux infrastructures qui soutiennent la puissance économique et militaire d'un pays, il cesse de cibler des objectifs tactiques pour viser les capacités stratégiques de l'État lui-même. La Russie considère désormais ces attaques comme une offensive contre ses fondations de puissance. La conséquence est déjà écrite, mesdames et messieurs. Le coût imposé à l'Ukraine va augmenter. Moscou n'a pas construit une économie de guerre
capable de résister aux sanctions occidentales pour accepter que ces infrastructures vitales soient frappées sans conséquences majeures, mesdames et messieurs. Ceux qui pensaient affaiblir la Russie découvrent qu'ils viennent surtout de justifier une réponse beaucoup plus dure. Et aujourd'hui, la Russie se réveille. Alexandre Loukachenko promet des tribulations terribles à l'Ukraine si jamais Volodymyr Zelensky continuait à s'agresser à lui et à son pays sur ce ton belliqueux. Mesdames et messieurs, il faut sans dire que la Biélorussie estime son ras-le-bol vis-à-vis du président ukrainien. Une délégation ukrainienne s'est rendue dans la capitale biélorusse pour rencontrer le président Loukachenko afin de transmettre, mesdames et messieurs, un message dur de Volodymyr Zelensky qui a promis un lourd châtiment à la Biélorussie si elle continue à utiliser son territoire comme base arrière et donner accès à la Russie à certaines armes pour frapper l'Ukraine. Ce qui n'a pas nettement plu le président biélorusse qui promet désormais de donner un autre visage que l'Ukraine n'a pas encore vu à ce conflit. Mesdames et messieurs, il faut rappeler ici, pour ceux qui ont une mémoire courte, qui l'ont facilement oublié, la Biélorussie est une grosse base arrière de la Russie. En 2023, la Russie a déployé ses armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Ce qui revient à dire que si jamais l'Ukraine met ses menaces à exécution, la Russie peut répliquer de par la Biélorussie avec ses armes tactiques. Il faut le dire ici, mesdames et messieurs, que Vladimir Poutine a posé un geste inattendu. Il a déployé des armes nucléaires tactiques en Crimée et chose inédite. Et même à Moscou, Moscou n'a jamais été le siège des armes nucléaires sensibles de la Russie. Jusqu'ici, il était question de d'autres régions stratégiques russes où la Russie stockait ses armes stratégiques. Et là, Vladimir Poutine a fait une annonce très sérieuse. Désormais, la Crimée, comme à Belgorod, logerait désormais les armes nucléaires tactiques de la Russie. Si l'Ukraine veut s'attaquer à la Biélorussie, elle devrait réfléchir par deux fois. En cas d'attaque des sites hébergeant ces armes, la Biélorussie pourrait entrer en action sans l'aval de Moscou. Aucune nation sur Terre n'a d'intérêt à voir cette bande de criminels s'armer avec la bombe nucléaire et des missiles. Les États-Unis ont beaucoup de patience, mais si nous devons nous défendre ou défendre nos alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. Une déclaration après plusieurs essais de missiles balistiques intercontinentaux nord-coréens. Des missiles désormais capables d'atteindre les États-Unis. Les deux dirigeants se livrent ensuite à une surenchère verbale. Le leader nord-coréen qualifie le président américain de mentalement dérangé. Kim Jong-un provoque, encore. Lors de son traditionnel discours du Nouvel An, il appelle à la production en masse d'ogives nucléaires et s'adresse aux États-Unis. Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. Les États-Unis doivent prendre conscience que ce n'est pas du chantage, mais la réalité. Interrogé sur l'intensification du programme nucléaire nord-coréen, Donald Trump s'est contenté d'une réponse évasive. Il faut avant tout faire redescendre les tensions militaires entre le Nord et le Sud. Dans les conditions actuelles, où nous ne sommes ni en guerre ni en paix, mais dans une instabilité constante, nous ne pouvons garantir le succès de nos projets. Donald Trump, dans plusieurs tweets, lui, estime que Kim Jong-un est un fou qu'il surnomme Rocketman. Moi aussi, j'ai un bouton nucléaire, mais le mien est bien plus gros et plus puissant que le sien. Alors nous assistons ici au clash de titans de l'année. Les géants s'affrontent. Ils nous font une belle démonstration de puissance et de force. De qui, de Donald Trump ou de Kim Jong-un, appuiera sur le bouton nucléaire le premier pour en finir avec ce monde, pour déclencher l'arme nucléaire. Dites-moi en commentaire qui de deux est capable d'appuyer sur le bouton le premier. Je pense pour ma part que Donald Trump ne décide pas tout seul. Derrière ce masque de faux furieux, du fou du bus qu'il nous montre devant la face du monde entier, il ne décide de rien. Il fait juste le pantin d'une façade qui est dirigée, manipulée par des multinationales, des géants de l'économie derrière. Et par contre, Kim Jong-un, c'est quelqu'un que personne ne maîtrise. Il est libre d'appuyer sur le bouton si ça l'enchante. La seule prise, la seule retenue qu'il a, c'est l'attachement qu'il a pour sa fille. On verra bien qui aura le fin mot de cette démonstration de puissance et de force. Je compte sur vous pour laisser vos avis en commentaire, de vous fidéliser à la chaîne et de partager la vidéo. Merci et à très bientôt. Kim ne respire plus. Alors là, pas du tout.
planquez-vous, l'heure est grave. Il vient de prendre une décision très importante. La Corée du Nord équipe ses navires militaires d'armes nucléaires. C'est ce qu'a annoncé le dictateur nord-coréen Kim Jong-un mardi 23 juin, le jour de l'entrée en service du Choyeon, un destroyer de 5000 tonnes équipé, selon le dirigeant, des armes les plus puissantes au monde. C'est une énième démonstration de force du programme nucléaire nord-coréen sous les yeux de centaines d'officiers et malgré les sanctions de la communauté internationale. Le pays veut construire 2 navires de guerre de plus de 5000 tonnes par an, parmi eux des croiseurs de 10 000 tonnes. Kim Jong-un veut ainsi rivaliser avec les armadas des États-Unis et de la Corée du Sud. C'est pas pour dire, bon, ça sera dans quelques années, vas-y, c'est pas maintenant, on n'a pas peur. Non, si, il vient dire. En plus, ils sont très malins. Ils annoncent pas comme ça, et puis on va attendre 5 ans pour que ça arrive. Et il annonce, après avoir fait le premier navire, Choyeon, qui vient d'inaugurer, doté de l'arme nucléaire. Normalement, le système d'armes nucléaires, il y en a 3. Sol, aérien et naval. Il a le naval, il a le sol, l'aérien, je pense qu'il n'a pas. Dites-le moi en commentaire. Et avec ça, vous dites que l'Iran, vous ne comprenez pas pourquoi l'Iran veut se doter. Il est trop tranquille. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il va avoir l'aérien s'il l'a pas encore. Et au passage, il dit, il va se doter de deux navires de plus de 10 000 tonnes par an, dotés de l'arme nucléaire. Il va faire tout ce qu'il veut. Il veut rivaliser avec les Américains, avec Séoul, Corée du Sud. Et puis, personne ne bronchera. Personne ne va parler. Kim ne respire plus. Pour ceux qui ne comprennent pas, quand je dis Kim ne respire plus, ça veut dire que l'heure est grave. Parce que il a donné, ils ont changé de constitution. Maintenant, il a donné le OK, l'aval, l'autorisation, tout ce que vous voulez à une personne secrète qui pourrait lancer, faire tout péter au cas où Kim serait éliminé. Ça veut dire qu'on ne peut même pas le toucher. Dès qu'il touche, il touche comme ça. La France va envoyer un médecin. Les Américains, médecins. Pas les Russes, ils sont tranquilles. Les Anglais, médecins. Les Allemands, médecins. Canada, médecin. Il va bien? Il va bien? Il a toussé encore ou pas? Tout va bien? Ah, ok. Ouf. Il respire. Ouais. Il va rendre chef ces gens-là. En fait, quand tu finis d'analyser tout ça et puis tu te dis, pourquoi ils veulent pas que l'Iran ait l'arme nucléaire? Je comprends pas. Il n'y a que ça en fait pour les faire taire comme ça. Taisez-vous. 2 navires de plus de 10 000 tonnes par an. Il reste plus qu'à nous dire que il y a des sous-marins nucléaires maintenant. Et bien là, tu sais même plus ce qui te passe au-dessus. Ils avaient promis d'asphyxier la Russie. Mais Vladimir Poutine, aujourd'hui, inspecte un avion construit avec des composants 100% russes. Mesdames et messieurs, voilà à quoi ressemble l'échec d'une guerre économique. Pendant des années, les sanctions occidentales reposaient sur une idée simple, couper la Russie des technologies étrangères pour bloquer son industrie. Mais ce que montre la visite de Vladimir Poutine à bord de ce superjet modernisé est bien plus qu'une simple opération de communication, mesdames et messieurs. C'est la démonstration que Moscou a réussi à remplacer des systèmes critiques autrefois importés par des composants développés et produits localement. C'est incroyable. Dans l'aéronautique civile, l'un des secteurs les plus dépendants des chaînes d'approvisionnement occidentales, la Russie était censée être paralysée. Pourtant, elle reconstruit progressivement sa souveraineté industrielle, pièce par pièce, moteur par moteur, système électronique par système électronique. Ce que beaucoup n'avaient pas anticipé, c'est que la pression extérieure allait accélérer une logique d'autonomie stratégique déjà présente à Moscou. Derrière cet avion, mesdames et messieurs, le message russe est clair. Les sanctions peuvent compliquer, ralentir et renchérir, mais elles ne suffisent pas à arrêter un État capable de réorganiser son appareil industriel. Et c'est précisément cela qui inquiète aujourd'hui certains stratèges occidentaux, mesdames et messieurs. Si la Russie parvient à produire seule dans un secteur aussi complexe que l'aéronautique, alors la question n'est plus de savoir combien de sanctions peuvent être imposées, mais combien de temps leur efficacité réelle peut encore être maintenue. Regardez cette image. Les Occidentaux mettent aujourd'hui la main sur la tête et ne comprennent pas comment la Russie fait pour s'en sortir. Les choses commencent à devenir très compliquées pour l'Ukraine. Parce que
la Russie vient de frapper le cœur de la logistique ukrainienne. C'est-à-dire que c'est le réseau ferroviaire ukrainien qui est désormais visé. En cette matinée du 25 juin 2026, 3 locomotives, je dis bien 3 locomotives, ont été frappées par la Russie. L'argument qui est placé par les Ukrainiens pour accuser la Russie, ils disent que ces locomotives, ces trains, transportent les humains et transportent aussi l'aide humanitaire. Donc c'est pour des fins civiles. Donc ils accusent la Russie désormais de toucher les personnes civiles au lieu de viser des infrastructures à caractère militaire. Or la vérité c'est que ces infrastructures ferroviaires du côté de l'Ukraine se sont transformées en infrastructures militaires. Ces trains sont ceux-là qui transportent le matériel militaire. Alors, ils font exprès d'utiliser des équipements qui par nature sont destinés aux civils, comme les trains, ils les utilisent pour des fins militaires. Or, en droit international de la guerre, dès lors que un objet ou une chose qui par sa destination finale contribue à l'effort militaire, cette chose, même si au départ relevait du domaine civil, sort de ce caractère et devient un objet militaire. Et dès lors que c'est un objet militaire, ça devient automatiquement une cible. Alors, les images font froid dans le dos. Les locomotives ont été calcinées. Les rails aussi endommagés sévèrement. La Russie veut stopper la ligne d'approvisionnement en armes, en équipement militaire de l'Ukraine, puisque les Européens, les puissances militaires européennes, qui apportent leur aide militaire à l'Ukraine, la plupart des armements sont transportés par voie ferroviaire. C'est pourquoi l'armée russe est en train de viser ces voies ferroviaires. Alors, il faut dire clairement que la Russie, qui frappe désormais le réseau ferroviaire en Ukraine, cette stratégie a quelle finalité? C'est quoi la finalité réelle? Parce que la Russie a vu que ces derniers temps, l'Occident produit beaucoup de matériel militaire, ils envoient à l'Ukraine. Et c'est ce que l'Ukraine est en train d'utiliser pour frapper la Russie. Donc, pourquoi la Russie est en train de frapper le réseau ferroviaire? C'est parce que, premièrement, le rail est l'artère logistique de l'Ukraine, comme on le disait tout à l'heure. L'Ukraine dépend fortement de son réseau ferroviaire. Lorsque vous regardez le territoire ukrainien, c'est un territoire vaste. Les villes sont reliées par les rails. Les villes sont reliées par les rails. Donc, pour le déplacement des troupes, pour le déplacement des munitions, pour le déplacement du carburant et de tous les autres équipements militaires, et surtout l'aide occidentale, il faut utiliser le réseau ferroviaire. Alors c'est pourquoi la Russie, en frappant le réseau ferroviaire, est en train d'affaiblir les capacités de nuisance de l'Ukraine et de ses alliés occidentaux. L'autre des choses, la Russie vise le réseau ferroviaire parce que la Russie veut désorganiser l'arrière-front ukrainien. Les attaques contre les gares, les postes de signalisation et les sous-stations électriques, ça ne vise pas seulement les rails. Ce sont des attaques qui cherchent à créer des retards, des détours, des ruptures, faire en sorte que les activités qui étaient menées facilement et rapidement par l'armée ukrainienne puissent connaître des retards. Et plus il y a un retard, plus la Russie gagne en termes de temps. La Russie vise encore le réseau ferroviaire parce que Moscou prépare peut-être une phase plus dure du conflit dans l'est du pays. La Russie s'apprête à une grosse offensive. Et pour ce faire, il faut désorganiser les choses. Il faut préparer le terrain. En termes clairs, lorsqu'une armée se met à cibler les réseaux de transport, elle cherche souvent à isoler certaines zones avant d'intensifier les opérations. Donc la zone de l'Est, qui a connu des frappes sur son réseau ferroviaire, c'est une manière pour la Russie d'encercler, d'isoler la zone.
Et donc, lorsque les frappes vont commencer, ça sera récupération sur récupération. La deuxième question qu'on se pose, elle est celle de savoir, est-ce que ces frappes peuvent affaiblir durablement l'armée ukrainienne? Les frappes sur les réseaux ferroviaires, est-ce que ça peut les affaiblir durablement? Même si ils pourront utiliser les hélicoptères, des avions, mais il faut dire qu'en temps de guerre, les engins, les moyens de transport les plus sûrs sont souvent le train. Hein? C'est le train. Parce que lorsque ça chauffe, ils peuvent garer au moins. Ben, une guerre où des moyens aériens sont utilisés, des drones sont lancés, des missiles sont lancés, donc le ciel n'est pas libre. Alors, oui, ces frappes vont affaiblir durablement l'armée ukrainienne, quelle que soit l'aide que l'Occident est en train d'apporter à l'armée ukrainienne. Parce que l'Ukraine ne peut pas défendre le front sans logistique. Et pour qu'il y ait de la logistique au front, il faut obligatoirement utiliser la voie ferroviaire. Comme je le disais tantôt, la situation en Ukraine est de telle sorte qu'on ne peut pas utiliser les voies aériennes. C'est compliqué quand même, en tout cas c'est un grand risque. Donc, ça va affaiblir durablement l'armée ukrainienne. Et oui, une nouvelle fois, parce que les attaques deviennent de plus en plus systématiques. Alors, des médias occidentaux eux-mêmes rapportent une forte hausse des frappes russes contre les infrastructures ferroviaires. Hein? Et un des responsables ukrainiens affirme que des centaines d'éléments ferroviaires ont déjà été endommagés, notamment des locomotives, des wagons, des ponts et des stations. Alors, il faut dire que pour le moment, même si ça peut affaiblir durablement l'armée ukrainienne, mais quelque part, et ça ne pourra pas pour l'instant paralyser totalement l'Ukraine. Donc, il va falloir que la Russie se lève. Voilà, que la Russie fasse le chemin de, comment on va appeler ça, à la guerre comme à la guerre. Sinon, ça va être très compliqué pour la Russie. Puisqu'à ce jour, des nouvelles stratégies ont été définies hier, 24 juin 2026, du côté de Berlin, dont personne ne sait le contenu pour le moment de ce que les 5 puissances militaires européennes ont décidé en termes de soutien à l'Ukraine. Alors, voici la situation, dames et messieurs. Et pour l'instant, les Russes ne communiquent même pas sur ces frappes qui ont eu lieu. Voilà, ce sont les médias occidentaux eux-mêmes qui sont en train d'exposer ce qui s'est passé. La Russie travaille calmement et lentement. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec bien sûr de nouvelles actualités. Regardez comment ils vont présenter les pénuries de carburant en Russie. Limite, ils présentent ça comme une guerre civile. Non, ceux-là, ils font plus du travail journalistique. Hein? C'est peut-être la première fois que l'on entend aussi clairement cela de la part d'un parlementaire américain. C'est lui, Jeremy Lewin, sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Et voilà ce qu'il dit. L'Ukraine est en train de gagner la guerre. Cela tranche avec la prudence diplomatique habituelle. Cela tranche aussi avec les prises de position de Donald Trump lui-même pendant des mois et des mois. Alors, ce qui motive ces déclarations, ce sont les dernières informations et surtout les dernières images. On vous parlait ici même avant-hier du vent de panique qui souffle sur la Crimée. Désormais, il nous saute aux yeux sur le propre territoire russe, devant les stations-service. Écoutez. Кто-то тогда вообще мог предположить, а уж тем более я, что в 2026 году я буду ездить по городу в поисках бензина, блин. Бензин. Если раньше люди выходили из банка прятать деньги, то теперь будут выезжать заправки и прятать бензин. Effectivement, qui aurait cru qu'en Russie, là où le pétrole coule à flot, on se battrait même à main nue pour un plein. Regardez, les nerfs sont à vif. Scène filmée à Ryazan, non loin de Moscou, il y a 2 jours. Apparemment, elle est loin d'être isolée. Ça n'a d'ailleurs pas l'air de choquer grand monde. Et ce qui retient l'attention aussi, c'est que désormais, les discours lénifiants des médias officiels sont pointés du doigt, ce qui dissimule la crise. Il faut dire que chaque jour qui passe marque un nouveau palier dans la baisse du ravitaillement là-bas. Effectivement, une carte dit tout. Quasiment tout le territoire russe est touché par des pénuries de carburant. Plus de 60 régions sur 83, soit environ 80% de la population. Ici, ce que vous voyez en orange, ce sont les zones en rupture de stock dans les stations. Et en rouge, ce sont les régions où il y a des restrictions officielles, où les carburants sont désormais réservés à l'armée, à la police, aux ambulances et où les transports publics sont limités. Voilà le résultat. Cet automobiliste qui longe la file d'attente
d'attente parcourent 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 1 km, 2 km, ça n'en finit plus, avec parfois 2 jours et 1 nuit pour trouver de l'essence. Conséquence en cascade, les aéroports tournent désormais au ralenti. La compagnie aérienne israélienne El Al vient de suspendre ses vols en direction de Moscou. Alors ce n'est pas dit officiellement, mais apparemment cela serait lié au fait qu'après les frappes ukrainiennes, les avions n'auraient plus de quoi faire le plein de kérosène une fois qu'ils ont atterri à Moscou. Donc ça signifie que l'Ukraine a encore intensifié ses frappes ? Bien exactement. Frappe contre les raffineries, contre les dépôts pétroliers. Pour la seule nuit dernière, 3 cibles touchées. Ici, un dépôt. On est dans la région de Krasnodar, à 300 km du front. Mais ce qui a marqué les esprits ces dernières heures, c'est que l'une de ces raffineries a été frappée à 1500 km à l'intérieur du pays. C'est la 3e fois qu'elle est ciblée et aucune défense antiaérienne ne parvient à arrêter les drones. Pour bien mesurer ce qui est en train de se passer, une dernière information. La Russie lance un SOS. SOS carburant à 2 de ses partenaires, le Kazakhstan voisin d'abord. Moscou lui demande en urgence de lui vendre 50 000 tonnes d'essence et l'Inde, qui est l'un des principaux acheteurs de pétrole russe. Ça apprendra à Poutine à rester, à être trop gentil. Ils sont là, ils présentent des opposants qui prennent leur caméra pour défier Poutine. Ils sont là à présenter des gens qui se bagarrent à la station d'essence. On ne sait même pas c'est quoi la source de leur... En général, dans ce genre de situation, c'est soit un problème de... Tu as touché mon véhicule, soit un problème de tu m'es passé devant. Donc, ça a quoi voir avec les pénuries. Et la carte que vous avez placardée là, c'est quoi vos sources? Donc, c'est avec les vidéos de bagarre, c'est avec les vidéos d'opposants russes que vous faites ce genre de jolies cartes. Alors qu'on sait que c'est seulement en Crimée qu'il y a la pénurie, officiellement qu'il y a la pénurie. Ok, il peut y avoir quelques problèmes localement par-ci par-là. Mais placardé comme ça, non, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Tout ça sur la base d'un sous-secrétaire américain qui dit l'Ukraine est en train de gagner la guerre à cause de quelques drones, à cause de pénurie de carburant dans le 2e pays, le plus grand producteur de pétrole au monde, qui va demander au secours à des gens qu'il a l'habitude de ravitailler. Ah non mais les gars, ok, niveau image ça fait tâche, niveau ceci ça fait tâche, on attend toujours la réponse des Russes. Mais abusez pas. Hey, regardez un peu votre carte de presse et puis remettez-vous en question.